Bonsoir à tous. À la une de ce journal, malgré les arguments sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement peine à convaincre le cardinal Christian Twomey alors qu'il affirme détenir les preuves de graves violations des droits humains dans le chaudron de la crise anglophone. Les États-Unis enfoncent le clou. Selon le sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, ni la stratégie militaire ni le grand dialogue national ne sont des solutions idoines aux problèmes de fond dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous suivrez dans ce journal Tibor Nadji et le cardinal Christian Twomey qui mettent à nouveau la pression sur le pouvoir de Yaoundé pour aller vers une résolution politique inclusive de la crise anglophone. 3 ans après avoir pris l'engagement de sortir de la crise économique, où en est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC broie du noir, un taux de croissance faible pour réduire la pauvreté, c'est le constat que dresse le président de la commission de la CEMAC à la veille de l'ouverture d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Nous ferons le point sur la situation économique de la sous-région Afrique centrale dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'était un deuxième jour de manifestation dans les plantations du Haut-Penja, dans le département du Mungo. Des agents de sécurité ont encore bloqué l'entrée à cette entreprise afin de revendiquer leurs droits après l'annonce de la suspension de l'activité de gardinage dans cette entreprise et l'externalisation de cette activité de gardinage. Malgré l'annonce de la suspension d'une telle décision, le mouvement d'humeur s'est poursuivi durant toute la journée. Il a fallu une mobilisation des forces de l'ordre, des sécurités et l'utilisation du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule, ce qui a occasionné de nombreuses victimes. Le récit des faits avec Jacques Molon et Gladys Sidi. Deuxième jour de grève à la société de plantation du Haut-Penja. Les agents de sécurité ne décolèrent pas. Ils ont de nouveau pris d'assaut l'entrée de l'entreprise. Aussi nombreux que la veille, ils exigent d'être rétablis dans leurs fonctions après le vaste mouvement de compression du personnel lancé par les responsables. Je parle en tant que délégué de personnel. Vraiment, cette situation nous sommes dépassés. Parce que la PHP ne respecte pas non seulement la gestion du travail, non seulement le corps des délégués personnels, parce que nous étions en réunion mercredi dernier. Ce que nous avons conclu avec le directeur général et le directeur des ressources humaines, ce n'est pas ça qui a été conclu. On ne peut pas une personne intermédiaire, il faut que le DG descende, qui prenne ses responsabilités en main. Et discuter avec les délégués personnels pour trouver une suite favorable. Parce que tous les travailleurs sont fâchés. La pression est montée d'un cran au deuxième jour de manifestation. Les forces de l'ordre ont en effet fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le gaz s'est rapidement répandu dans l'air et les habitants des maisons environnantes ont été victimes de malaise. Elles qui n'avaient pourtant rien à voir avec le mouvement d'humeur à la PHP. Voilà l'enfant de mon frère Lyon aussi là. Quand on a exposé les gaz, les fumées qui est venu, on a porté l'enfant, mettre l'eau sous lui, jusqu'à même pour pleurer, l'enfant n'arrive même pas à pleurer. Un nouveau-né, voilà les élèves qui sont là-bas en classe, ils n'arrivent même pas à respirer. Et tous sont explosés. Si je ne fuyais pas, si je sortais à la maison avec mon bébé, il faisait déjà comme ça là, il faisait déjà comme ça, avec les yeux comme ça. Avant que je les ai ramassés, eux tous. Les a envoyés là-bas comme ça que fuyait partait. Nous tous, nous sommes sortis à la maison. Nous tous au quartier, on fuyait c'est les manques. Mais je suis sorti avec le pain comme ça là. On nous apprend les armées pour nous verser les gaz lacrymogènes, verser dans les écoles qui sont à côté. Les enfants sont couchés à l'hôpital malade partout. Ce n'est pas ça. Une société qu'on dit citoyenne. Les agents de sécurité de la PHP exigent des explications de leur hiérarchie au sujet du montant des indemnités arrêtées suite à leur licenciement. A décidé de nous licencier, nous les gardiens PHP. Et comme ils ont décidé de nous licencier, ils ne sont pas en train de payer nos droits tel que cela se doit. Donc nous invitons le gouvernement à mettre l'œil sur cette affaire, de regarder cette chose qui est en train de mal se passer. Quand il y a des gens qui ont fait 20 ans de service, ils ont décidé de les licencier en leur donnant une somme de 500 000 francs. Quelqu'un qui a 34 ans de service, on le licencie.
On nous donne 850 000 francs. Nous ne voulons pas ça. Voilà quelqu'un comme moi, après 25 ans de service. On ne me donne pas quelque chose de constant. Et là, je ne me permets plus d'aller postuler encore ailleurs. Mais ils sont là. J'ai presque 1 200 000 après 25 ans de service. Bon, finalement, la solde de compte qu'on nous donne, l'année n'est pas précisée, rien. On ne sait combien on gagne par an. La PHP envisage en effet de se séparer de 435 agents de sécurité. La société voudrait désormais confier ce département à un sous-traitant. Les manifestations perturbent les activités depuis le 19 novembre. Au bout de ces 2 jours de grogne, des représentants des grévistes ont appelé à une reprise des activités après une réunion de crise qui s'est tenue ce jour. Elle a débouché sur la formulation des revendications des manifestants, lesquelles revendications doivent être débattues lors d'une réunion de crise prévue demain en présence du directeur général des plantations du Haut-Penja. Et à propos de cette réunion de crise tenue ce mercredi, je vous invite à suivre le maire de Njombe-Penja, le sous-préfet et les représentants des grévistes. Ma population, mais dans tout ça, chacun a son rôle. Et chacun a son rôle. Le sous-préfet est chargé de maintien de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre, en principe, c'est le sous-préfet. Et puis les gens ne peuvent pas être en souffrance. Tu crois que toi, par exemple, tu es un élu, tu vas récupérer cela pour faire ta popularité. Là, ça veut dire que tu n'aimes pas ceux-là qui sont dans la souffrance. Les problèmes, tous les problèmes ont été débattus en dehors des problèmes des gardiens qui, depuis hier, a trouvé une solution. La solution au problème des gardiens, c'est que non seulement on a annulé la décision qui faisait venir une société de gardiennage, mais également pour ceux qui tiennent à faire autre chose, on a trouvé des moyens pour leur donner des sommes considérables et consistantes pour qu'ils puissent se reconvertir à autre chose. Depuis 5h30 hier, je n'ai pas fermé l'œil jusqu'à ce jour parce que vos problèmes sont mes préoccupations. C'est pour cette raison que je suis là avec le maire, avec les chefs, avec tous les directeurs de la PHP en attendant que le directeur général arrive demain à 8h pour qu'on puisse continuer et lui présenter tout ce qui a été fait et qu'il valide, comme il a déjà validé au téléphone, toutes les propositions qui ont été faites. Les personnes qui ont été brutalisées parce qu'on voulait créer des conditions de travail, ces personnes seront prises en charge dans les hôpitaux et la sérénité va revenir. Nous les gardiens, comme c'est nous qui avons commencé la grève, on demande à la population, à nos ouvriers de lever la grève, puisque ce qu'on nous a proposé, ça a changé. Et nous, on a décidé de démissionner. Ils ont dit combien ils vont nous payer par an. Et nous, on a calculé ça, nous prenons les syndicats étaient là. C'est un peu qu'on nous a dupé. Les syndicats étaient là, tous étaient là. On débattait ensemble. Nous sommes tombés d'accord. Nous, on a voté 150 000 francs par an. Et le DG a dit que demain, ça va aller au-delà même. Parce que la pêche ne descend jamais de ce qu'on a voté. Restons dans le département du Mungo, là où des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun éprouvent de sérieuses difficultés à constituer leur dossier de candidature en vue des élections législatives et municipales prévues en février 2020. Ils dénoncent la violation des dispositions légales du code électoral, notamment la gratuité de certains documents lors de la délivrance de l'attestation de non-redevance dans les services des impôts à Mbanga. D'autres précisions avec Nadine Yambou. Éclat de voix et colère ici au centre divisionnaire des impôts de Mbanga dans le département du Mungo. Des militants du MRC dénoncent une arnaque à ciel ouvert dans la procédure de délivrance de l'attestation de non-redevance en vue du double scrutin municipal et législatif de février 2020 au Cameroun. On nous demande de 86 000 francs. Tu vides, je suis au chômage, je ne fais rien, je travaille, toi.
pour payer 86. On va auquel cette année quand on a organisé au centre des impôts de Mbanga. C'est quoi? Il y a 2 Cameroun. Il y a où de décide, on vient ici nous expliquer autre chose. C'est gratuit, c'est gratuit. On nous a imposé depuis vendredi. Depuis on a ici tout fait. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, les dispositions de la loi sont pourtant claires sur ce principe de gratuité. La faisabilité de l'opération sur le terrain est concrète à ce que la réglementation demande. Parce que voyez-vous, le code pénal, dans ses dispositions 295, consacre le principe de la gratuité de tout document sollicité à l'occasion des élections législatives ou municipales. Mais grande est notre surprise de constater que l'administration fiscale, à l'occasion de cette opération, pense devoir profiter de cette opération pour recouvrer les impôts sur les candidats. L'avocat au barreau du Cameroun poursuit en indiquant que l'État dispose de tous les moyens nécessaires pour contraindre un citoyen à se mettre en règle au cas où il ne s'acquitte pas de ses obligations et dénonce de basses manœuvres des pouvoirs publics. Il est loisible à cette administration qui estime qu'un contribuable de la cité n'est pas à jour de ses paiements de ses impôts, de saisir la personne par d'autres voies. L'élection n'est pas le lieu pour recouvrer les impôts, nous le disons. Parce que ici, le citoyen qui vient pour faire acte de candidature ne vient pas déclarer ses impôts. Voilà pourquoi l'administration a dit que tout document est gratuit et n'est valable qu'à l'occasion des élections. Descendu sur le terrain pour apprécier le déploiement de ses militants à investir par son parti, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et allié du MRC, Paul Erikingue met en garde sur d'éventuels cas d'abus et de fraude. Il ne faut rien payer. Vous savez, si les autorités à Yaoundé sont informées qu'on paye ici ou ça à tel bureau ou à tel autre bureau, forcément il faut que ces agents sachent qu'ils s'exposent à des sanctions. Nous sommes ici à une élection et l'élection a ses conditions spéciales. Réagissant à cette polémique, le directeur général des impôts avait indiqué dans un communiqué du 14 novembre 2019 que la délivrance de l'attestation de non-redevance est gratuite. Une mise au point à laquelle tous les centres des impôts du pays ne semblent pas s'arrimer. Dans la cité capitale, des candidats déclarés à ces élections éprouvent d'autres difficultés. Ils ont à assiéger la sous-préfecture de Yaoundé 3, bloquant l'accès aux services afin de dénoncer l'attitude du sous-préfet qui, selon ces militants du MRC, refuse de signer les pièces à verser dans le dossier de candidature pour cette compétition électorale prévue en février 2020. Élisée Bokba et Aïk Cyril. À la sous-préfecture de Yaoundé 3e à Efoulan, les militants du MRC sont en colère. Nos camarades viennent ici à la sous-préfecture de Foulan, de Yaoundé 3 depuis jeudi. Monsieur le sous-préfet, de manière grossière, discrimine ses signatures. Ça fait plus d'une semaine que les camarades traînent ici. Les militants du MRC accusent l'autorité administrative de refuser de signer les pièces à verser au dossier de candidature en vue des municipales et législatives du 9 février prochain. En guise de protestation contre ce qu'ils qualifient d'incivisme du sous-préfet, ils bloquent l'accès des services. J'ai été au secrétariat de monsieur le sous-préfet signaler l'urgence. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons donc compris que la seule chose qui nous reste à faire pour ne pas laisser monsieur le sous-préfet nous déposséder de notre statut de Camerounais, c'est de bloquer de manière républicaine ces services. Le ton monte entre les militants du MRC et d'autres usagers qui sollicitent eux aussi les services du sous-préfet. Monsieur, comprenez, nous on n'a rien. Le sous-préfet va même arriver, peut-être mieux que non, on bloque là. Non, on bloque là. Le MRC pense que c'est le seul moyen de faire fléchir l'autorité administrative. Nous sommes à quelques heures de la clôture des dépôts de listes à Elekam. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Parce que nos dossiers doivent être signés ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. Les candidats au poste de conseiller municipal ou de député disposent de 15 jours depuis la convocation du corps électoral le 9 novembre dernier pour déposer leur dossier à Elekam. Le MRC, dont les militants éprouvent des difficultés à faire signer leurs documents, crie au complot. Les arguments sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée camerounaise sur le théâtre de la crise anglophone n'ont pas convaincu
le cardinal émérite Christian Toumi lors d'une émission diffusée sur les antennes de la télévision publique. Le cardinal Christian Toumi affirme qu'il détient les preuves de graves violations des droits humains dans le chaudron de la crise anglophone. Il interpelle le gouvernement camerounais et aussi les groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin que ces deux parties aillent vers un véritable dialogue inclusif qui est un cessez-le-feu et que des solutions politiques inclusives soient trouvées afin d'éviter de nouveaux drames sur le théâtre de la crise anglophone. Je vous invite à suivre une attitude du cardinal Christian Toumi, invité d'une émission sur les antennes de la télévision publique, là où il déclare détenir les preuves de graves violations des droits humains. 400 personnes ont été tuées dans le diocèse de Kumbo. L'évêque de Kumbo et certains prêtres ont réalisé une étude. La majorité des personnes tuées n'ont pas été le forfait des séparatistes parce qu'ils n'ont pas les armes sophistiquées identiques à celles de l'armée. Peut-être s'ils étaient détenteurs de ces armes, ils auraient tué plus de personnes, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. L'armée arrive, peut-être un rebelle a tué un soldat, ils entrent dans la famille et tuent tout le monde. Est-ce vrai ça? C'est parfaitement vrai. Quoi? Et je suis prêt à mourir pour cela. À ceux qui sont dans les forêts, je leur demande de déposer les armes pour l'amour de leurs frères et sœurs. Ces jeunes dans les brousses sont à l'origine de la fermeture des écoles. Leurs frères et sœurs ne vont pas à l'école à cause d'eux. Je connais une fille dont le bras a été coupé parce qu'elle allait composer le CEP. Ces propos du cardinal Christian Toumi confirment la pensée américaine concernant l'enlisement de la crise anglophone. Lors d'une audition devant la Chambre des représentants aux États-Unis, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, a déclaré que ni la stratégie militaire ni le grand dialogue national n'ont apporté des solutions concrètes aux problèmes de fond dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les États-Unis qui appellent le gouvernement camerounais à véritablement décentraliser un pouvoir vers ces régions et d'aller vers des solutions politiques inclusives. Je vous invite à suivre ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat concernant l'audition de Tibor Nagy, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines devant la Chambre des représentants aux États-Unis. À sa session de novembre 2019, la Commission des affaires étrangères du Congrès américain demande des comptes sur la situation du conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun, sur les initiatives pour un retour à la paix. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines parle de la vacuité du grand dialogue national, tenu le 31 septembre au 4 octobre dernier. Pour Tibor Nagy, cette palabre nationale n'a rien produit de concret. Nous suivons de près le processus des pourparlers. Nous avons suivi le grand dialogue national. Il semble plus symbolique que concret. Les yeux et les oreilles de Washington en Afrique déplore que jusqu'ici la situation continue de se détériorer, avec des personnes tuées et des infrastructures socio-éducatives saccagées. Mais la vérité, c'est que les proches du président Biya le rassurent d'une victoire militaire. La vérité, c'est que ce conflit ne saurait se régler de façon militaire. Devant une crise qui s'enlise depuis 3 ans, causant déjà plus de 2000 morts et 600 000 déplacés internes et réfugiés, le monsieur Afrique de la Maison-Blanche suggère la tenue d'un dialogue franc avec toutes les parties prenantes au conflit pour un réel retour à la paix au sud-ouest et au nord-ouest. C'est vrai que le Cameroun a plus de 200 langues locales, mais le pays avait 2 cultures coloniales bien distinctes au moment de la réunification. Il faut un vrai dialogue, il faut un transfert de pouvoir aux régions, mais la difficulté, c'est dans l'implémentation. De toutes les recommandations issues du grand dialogue national,
Le président Paul Biya a juste confirmé le statut spécial annoncé pour les deux régions anglophones. Plus d'un mois et demi après le grand dialogue national, le Cameroun tout entier et les populations des deux régions anglophones attendent toujours l'implémentation des résolutions. Et parmi les mesures concernant les recommandations du grand dialogue national, le président de la République a instruit le gouvernement de recruter 500 traducteurs, interprètes sur les 5 ans à venir. Décision du chef de l'État rendue publique ce jour dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République. Il s'agit d'une mesure qui rentre en droite ligne avec l'implémentation des recommandations du grand dialogue national. Ce programme de recrutement démarre dès 2020 avec 100 traducteurs et traducteurs interprètes à recruter sur 5 ans, 100 traducteurs chaque année entre 2020 et 2025, décision du président de la République du Cameroun. Et concernant l'attitude des forces de sécurité et de défense sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement balaie d'un revers de la main les accusations du président Donald Trump, lesquelles accusations ont conduit à la suspension du Cameroun pour l'accès préférentiel au marché américain. Le porte-parole du gouvernement qui a insisté sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée, déterminé à barrer la voie aux groupes armés séparatistes et défendre les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous invite à suivre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. De prime abord, le gouvernement camerounais estime qu'autant l'éligibilité du Cameroun à l'AGOA procédait d'une décision souveraine du gouvernement américain, autant l'éventuelle décision du dit gouvernement de retirer au Cameroun le bénéfice des avantages de cette loi relève d'un acte de souveraineté que nul ne peut lui contester. Pour autant, ce qui est contestable à nos yeux, ce sont des prétextes et les raisons avancées pour expliquer ou justifier cette volonté du gouvernement des États-Unis. Nous sommes en effet fondés à dire que ces raisons invoquées pour justifier la décision envisagée des autorités américaines ne correspondent guère à la réalité des faits sur le terrain. Elles procèdent, à notre avis, soit d'une ignorance ou d'une méconnaissance de la situation réelle telle qu'elle a prévalu et prévaut encore dans le nord-ouest et le sud-ouest, soit d'une volonté délibérée d'ignorer cette réalité, soit alors d'une version travestie des faits par des observateurs de mauvaise foi ou par quelques concitoyens qui ne font point mystère de leur dessein antipatriotique, celui d'œuvrer à ternir l'image de leur pays, à sa partition ou à sa déstabilisation, mais aussi d'œuvrer à compromettre les relations d'amitié et de coopération du Cameroun avec ses partenaires étrangers, dont les États-Unis d'Amérique. Une autre réalité de cette crise anglophone, c'est la situation humanitaire désastreuse des populations déplacées. 450 familles ont reçu du matériel de couchage et des denrées alimentaires du gouvernement à la suite d'une descente du ministre de l'administration territoriale dans le Mbam Inubu, là où des déplacés internes ont éprouvé des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins sociaux. Reportage Marcelin Gansop. Venus de plusieurs localités, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils se battent tant bien que mal pour se refaire une vie à Makenene. Cet arrondissement qui est limitrophe à Tonga, dans la région de l'Ouest, accueille des centaines de déplacés de la crise anglophone, des jeunes et des adultes qui vivent essentiellement de l'agriculture et des petits métiers. Nous sommes ici depuis 2017. On est en train de travailler la nourriture. On travaille un peu le maïs, l'haricot, le macabo. On est ici pour un peu faire le champ, là où ça peut nous aider. Je suis ici 1 an, 2 mois, donc avec ma famille. Vous êtes combien? Nous sommes 5 à la maison. Les petits revenus engrangés ça et là leur permettent d'assurer la pitance quotidienne. En bonne place, le paiement du loyer mensuel, entre 3 000 et 5 000,
pour les plus chers. Je paye 3500 par mois. Vous réussissez quand même à payer? Oui, je paye. Toute l'année, je paye 2 fois par année. Donc pendant 6 mois, je donne la moitié. Parmi ces déplacés internes, plus de 450 viennent de recevoir le don du couple présidentiel, constitué essentiellement du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Là où je peux dire que c'est très bien parce que tous ces mois, je veux bien vivre avec ça, avec ma famille, bien. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont accueilli nos frères en état de détresse. Vous avez retrouvé le réconfort des populations de Makenene. Et le message du chef de l'État, c'est l'unité nationale, c'est le vivre ensemble. C'est la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Nous devons vivre dans un grand Cameroun uni, un et indivisible, et regarder l'avenir avec optimisme. Le MINAT a insisté sur la nécessité pour les familles déplacées d'envoyer leurs enfants à l'école. Aussi a-t-il précisé qu'aucun frais ne doit être exigé aux pauvres parents, notamment dans les établissements publics. Partout dans les régions, on doit accorder la priorité à leurs enfants et ils n'ont rien à payer. Voilà pourquoi j'ai dit au préfet qui est là, au sous-préfet, qu'une instruction présidentielle a valeur de décret. Donc, exécution immédiate. Il n'y a pas de discussion à cela, il n'y a pas de réflexion. Bien que vivant en parfaite harmonie avec leurs compatriotes de Makenene, ces déplacés du nord-ouest et du sud-ouest n'ont qu'un seul rêve: retrouver un jour leur terre qu'ils ont quittée dans la précipitation pour sauver leur tête et abandonnant tout. L'une des plus importantes organisations de la société civile appelle à la libération immédiate du journaliste Paul Shuta. Il s'agit de PEN America, une organisation qui s'emploie à défendre et célébrer la liberté d'expression aux États-Unis et dans le monde entier grâce à l'avancement de la littérature et des droits de l'homme. Dans un communiqué, PEN America déclare que la détention du journaliste Paul Shuta est une atteinte injustifiée à la liberté d'expression et un exemple des dangers des lois pénales sur la diffamation. Arrêté en mai 2019 à la suite d'une plainte de l'écrivaine Calixte Beyala, il fait l'objet d'accusations de diffamation et de propagation de fausses nouvelles. Après plus de 5 mois passés en prison, il risque d'être condamné à plusieurs années d'emprisonnement ferme pour avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux. PEN America estime que la situation judiciaire de Paul Shuta montre à quel point les lois sur la diffamation peuvent être facilement utilisées pour écarter et réduire au silence des journalistes connus pour leurs reportages critiques. Pour cette organisation, ce maintien en prison de Paul Shuta est une injustice qui montre que les pouvoirs publics au Cameroun ne prennent pas au sérieux le droit à la liberté d'expression ou la liberté de presse. PEN America, PEN International et PEN England affirment qu'il est temps que le gouvernement camerounais libère Paul Shuta et abandonne les poursuites contre lui. Bref, à présent, les images d'un accident de la circulation survenu cet après-midi, non loin du péage à Edea, dans la Sanaga maritime. Un gros porteur appartenant à une agence de transport interurbain bien endommagé, comme vous le voyez en image. L'état du bus témoigne de la violence de l'accident. De nombreux blessés graves ont été enregistrés. D'autres témoins parlent de morts, mais il n'y a aucune confirmation officielle de ce bilan. Des passagers rescapés pointent du doigt l'excès de vitesse du chauffeur de ce bus, ce gros porteur. Les blessés qui ont été internés à l'hôpital annexe situé à Edea. La circulation a été paralysée en milieu d'après-midi, ce mercredi, avant d'être rétablie en début de soirée. Je vous invite à suivre à présent les réactions de quelques rescapés de cet accident survenu non loin du péage à Edea. Nous sommes partis de Yaoundé, en arrivant en Bangkoko, avant Bangkoko. Et il y avait le chauffeur qui roulait bizarre là. J'ai même dit à ma voiture que vraiment ça ne va pas. Je ne sais pas si on va arriver, que le Seigneur nous sauve. Que vraiment que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse arriver à Douala. Et entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. On arrive, on traverse, je crois, c'était Edea. Subitement, avant le péage d'Edea, on s'est retrouvé en bourse comme ça parce que le chauffeur roulait en allure. Me voici, et j'ai eu le choc au cou. Me voici sur place.
Donc je ne sais pas quoi faire, puisque vraiment je suis sorti pour un voyage, pour un deuil. Me voici qui est encore sur place là, je n'ai pas de soins sur moi. On venait de Yaoundé, et puis après DA, le chauffeur a remarqué qu'il y avait les voitures qui étaient arrêtées. Donc avec la chaussée glissante, il a essayé de freiner et la voiture s'est retournée, comme vous pouvez le constater. Puis nous sommes allés tomber vers volume. Et vous pensez qu'il y a eu les morts, les blessés? Et ce soir, un incendie s'est déclaré dans un compartiment de l'hôpital militaire à Bonadjo, en plein quartier administratif de Douala. Selon les dernières nouvelles, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes. L'information n'a pas encore filtré sur le bilan et les raisons de cet incendie déclaré dans un compartiment de l'hôpital militaire situé à Bonadjo, à Douala. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui affiche un taux de croissance de 2,7%. Selon le président de la commission de la CEMAC, cette croissance est encore faible. Pour réduire la pauvreté, le professeur Daniel Onaondo a dénoncé la faible mobilisation des recettes fiscales intérieures, l'environnement des affaires peu attractif. Et durant le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, ils ont évoqué les accords avec le FMI et la réforme du franc CFA. Le rapport doit être transmis aux chefs d'État qui se retrouvent dès demain pour un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Selon le programme officiel, demain, jeudi 21 novembre, l'arrivée et l'accueil des chefs d'État et des délégations, cela est prévu en après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son épouse doivent offrir un dîner à leurs invités au Palais de l'Unité demain à 19h. Quant à la cérémonie solennelle d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, elle est prévue vendredi 22 novembre à 10h au Palais de l'Unité. Il s'en suivra un huis clos des chefs d'État après le rapport des travaux du Conseil des ministres et des échanges entre chefs d'État. Un communiqué final sera rendu public vendredi au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui se déroule au Palais de l'Unité à Yaoundé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Alain Foguet bloque de manière républicaine l'entrée de la sous-préfecture de Yaoundé 3e. L'un des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun se plaint de l'attitude de l'autorité administrative qui, selon le MRC, refuse de signer les pièces à verser dans les documents, dans les dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales, malgré les multiples démarches qu'ils ont effectuées. L'autorité administrative s'est brillée par son absence et une attitude qui, selon ces militants du MRC, risque de dégénérer si rien n'est fait pour leur permettre de déposer leur dossier de candidature dans les délais impartis par ELECAM. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.